Bonjour à toutes et à tous, nouvelle émission des Détricoteuses et cette fois on avait envie de la lancer avec ça. Ben jusqu'à aujourd'hui et en ce moment, moi aussi, j'ai grévé. Voilà. Je n'ai pas grève, voilà quoi. Je sais que qu'est-ce qui c'est les grèves maintenant. Tant que le nouveau hôtel ne nous donne pas ce qu'on veut, on est là. Jusqu'à 2020, on est là. Jusqu'à 2020, on est là. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Voilà, c'était la joie, la mobilisation des femmes qui ont fait une longue grève qui a été victorieuse. On est en plein mouvement social aujourd'hui. On avait envie d'interroger ça avec notre invitée Fanny Gallo, qui est maîtresse de conférences à l'université de Créteil, avec Mathilde Larère, que vous connaissez bien sûr. Se poser la question de savoir si la grève a un genre, si les femmes ont une manière particulière de se mobiliser, si elles se mobilisent différemment des hommes. Voilà, donc on avait envie d'interroger un petit peu tout ça, en commençant par poser une question toute bête, à savoir, est-ce que la mobilisation des femmes, c'est quelque chose de récent? Eh bien non. Eh bien non, les femmes se sont toujours mobilisées, ont toujours fait partie des mobilisations. Alors, je vais commencer par un moment emblématique, mais il y en a eu bien sûr avant. On peut parler de la marche des femmes, les 5 et 6 octobre 1789, donc des travailleuses, puisque ce sont les femmes de la Halle, le marché de nourriture à Paris, qui organisent ce départ de la place de Grève. Le nom Grève, après, sera donné ce qu'on appelait les coalitions à l'époque, et qui vont à Paris chercher le roi pour ramener le roi et du pain. Voilà, donc la genèse de la grève. La grève, il y a toujours des femmes dans les grèves, comme Michel Perrault, qui est à la fois la première historienne des femmes et une des premières historiennes des grèves, le montre. Mais on a un certain nombre de grèves qui sortent de cette histoire dans laquelle elles sont présentes. Voilà, et on avait envie de commencer l'émission en vous en montrant un certain nombre, parce qu'après tout, c'est aussi des grèves qui sont quand même, pour beaucoup, passées dans l'oubli. Alors, on va commencer avec la grève des ovalistes, petit coup de cœur pour ce livre, édité par l'atelier de création libertaire. La grève des ovalistes, c'est en 1869, on est à Lyon, et les ovalistes, c'est une fonction dans le fameux tissage de la soie, qui est la spécialité lyonnaise. Tout le monde connaît les canuts, mais personne connaît les ovalistes. Donc ce sont les ouvrières et les ouvriers, il n'y a pas que des femmes, qui en fait préparent le fil avant que le fil puisse être tissé. Donc c'est vraiment les sous-ouvrières, sous-ouvriers, des conditions terribles. Elles font grève en 1869 pour avoir une augmentation de salaire, pour la baisse du temps de travail. Elles commencent par une pétition au préfet, évidemment, on les envoie bouler. Et elles s'organisent et la grève dure longtemps. Et ça a cette particularité, enfin deux particularités. D'abord, elles vont adhérer à l'Association internationale des travailleurs, donc elles sont aussi recommandées par Marx, ce qui n'est pas rien. Et puis la deuxième particularité, c'est qu'elles l'emportent, on en reparlera, mais elles emportent pas tout. Elles emportent une baisse du temps de travail, elles emportent pas d'augmentation de salaire. Mais enfin voilà, c'est quand même une grève qui est rentrée dans l'histoire. Alors il y a d'autres soyeuses, c'est les ouvrières de la soie de la région de Visy, qui elles vont faire une série de grèves au tournant du 19e et du 20e siècle, derrière la personnalité de Lucie Beau. Alors Lucie Beau, c'est une ouvrière veuve, et d'ailleurs on remarque que c'est souvent les veuves qui prennent la tête des mouvements, parce que justement le fait d'être mariée les en empêche pour partie, et elle va mener un certain nombre de grèves, la plus connue étant une grève qu'elle mène pendant 4 mois en 1905, donc dans la région de Visy, qui va obtenir un certain nombre de choses. Elle va être licenciée à la suite de cette grève. Elle fera une tentative de suicide, mais en fait, on la connaît parce qu'elle a fait un très beau texte dans le mouvement socialiste en 1908, texte exhumé et qui a servi à Michel Perrault, encore elle, à faire ce livre, donc Mélancolie ouvrière, repris comme titre d'un film de Gérard Mordillat sur cette même grève de Lucie Beau. Alors pour 1905, il y a une autre grève qui est très connue, c'est la grève des ouvrières de Limoges. Là, c'est des ouvrières de la porcelaine, et c'est une grève contre un contremaître harceleur. On en reparlera. Et puis toi, Fanny, tu avais envie de nous parler des midinettes. Oui, un petit peu plus tard, donc en 1917, donc en pleine Première Guerre mondiale, on a donc les midinettes, donc les ouvrières de la haute couture parisienne, les petites mains de la couture parisienne qui se mettent en grève, donc pour revendiquer la semaine anglaise, c'est-à-dire le week-end, en gros l'arrêt du travail
disparu le samedi midi. Et puis des indemnités de vie chère. Voilà, ça revient aussi de manière régulière. Elles occupent l'espace public. On a vu quand même pas mal de photos circuler. Elles font des cortèges, des balades. Elles vont aussi sortir leurs collègues de leurs ateliers. Et d'ailleurs, elles sont victimes aussi d'une répression importante. Elles gagnent. Et quelques semaines plus tard, c'est donc les munitionnettes, donc celles qui fabriquent des armes toujours pendant la Première Guerre mondiale, qui entrent en grève pour les salaires, pour l'amélioration des conditions de travail. Et en fait, ces mobilisations-là font tache d'huile, puisqu'après, ça produit tout un mouvement social et de grève en pleine Première Guerre mondiale. Voilà. Alors, avis au manuel scolaire, plutôt que de mettre toujours les munitionnettes, vous pouvez nous mettre un petit peu les midinettes. Alors, en parlant aussi d'occupation de l'espace public, une grève qui a fait beaucoup parler, c'est les sardinières, les fameuses sardinières de Douarnenez, je vais y arriver, en 2 temps. La première en 1905, justement, c'est quand même une année phare, et puis la deuxième dans les années 20, après la Première Guerre mondiale. Cette grève, on la connaît parce que, en effet, pareil, elles ont fait grève aussi pour la baisse du temps de travail, pour l'augmentation du salaire. Elles ont occupé l'espace public, elles sont allées dans la rue avec les hommes aussi, et puis elles ont été très médiatisées, ça aussi, ça fait qu'on parle des grèves. Et puis surtout, on retient la fameuse Joséphine Pincallet, c'est comme ça qu'on dit, Pincallet? Pincalette, qui est connue, qui mériterait d'être connue, parce que voilà, c'est une femme qui était veuve, voilà, et c'est une femme qui a été élue aux élections municipales. Je rappelle qu'à cette époque-là, les femmes étaient ni éligibles ni électrices, mais grâce au PCF, elle a réussi à être élue au conseil municipal. Elles étaient peu nombreuses, je crois 5 ou 6, quelque chose comme ça. 36, bien sûr. 36, oui, alors 36, donc c'est plus des mouvements sectoriels ou géographiquement localisés comme ce qu'on a vu. Là, c'est un mouvement interprofessionnel, c'est la grève générale et les femmes, ils sont très présentes dans les usines de femmes qu'elles occupent ou dans des usines mixtes. On a beaucoup de clichés de ces femmes en 36. Alors, cela dit, le cliché qui est le plus connu de cette période et qu'on associe à tort à 36, c'est un cliché de Willy Ronis qui montre une ouvrière, on sait maintenant qu'elle s'appelle Rose Zéner, qui s'adresse à des ouvrières dans un atelier de sellerie à l'usine Citroën. En fait, c'est en 38 que Ronis a pris cette photo, qu'il n'a d'ailleurs pas publiée, il l'a publiée en 80, et elle s'adressait pour rendre compte de où on en était dans la guerre d'Espagne. C'est au moment du recul du Front populaire. Mais voilà, cette photo est emblématique de cette mobilisation des femmes. Tellement emblématique qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un me demandait même si c'était Rosa Luxembourg. Donc c'est vraiment l'image de la femme qui mobilise. Alors toi, Fanny, tu as plutôt travaillé sur les grèves autour des années 68, des années 70. Donc est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus aussi ? Alors effectivement, donc pendant ce moment autour des années 68, comme on les a appelés les historiens et les historiennes, dans un contexte d'insubordination ouvrière, comme l'explique Xavier Vignat, on a de très très nombreuses mobilisations d'ouvrières, donc avec en fait deux revendications en fait peut-être un peu phares. D'abord des grèves offensives, c'est-à-dire qui revendiquent une amélioration des conditions de travail ou encore des augmentations de salaire. Donc il y a de très 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 nombreux exemples. Je vais citer ceux que je connais le mieux, qui sont Chantelle, donc à Saint-Herblain, près de Nantes, en 76 par exemple, ou Moulinex, en Basse-Normandie, en 1978. Donc ça, c'est un premier niveau de mobilisation. Et puis on a aussi ces mobilisations qui commencent contre les fermetures d'usines, contre la désindustrialisation qui s'enclenche en particulier dans le textile et l'habillement. Donc là, c'est pareil, il y a quand même de très nombreux exemples. Je pense notamment à la SPLI de Rennes, la Société parisienne de lingerie indémaillable, en 1978, ou encore Obsession qui fabrique aussi de la lingerie. On s'en doutait un peu, Obsession. Ou encore de l'électronique, donc par exemple chez Grandin à Montreuil en 75. Et quelquefois, un truc important à mon avis et qu'il faudrait peut-être encore creuser, quelquefois avec reprise d'activité, autogestion comme on pouvait dire aussi à l'époque, puisque ça c'est quelque chose qu'on a très peu étudié, mais en définitive il y a quand même beaucoup de reprises d'activité et d'autogestion qui sont menées par des femmes, aussi en relation avec le secteur de production dans lequel elles travaillent. Et là je citerai par exemple l'usine Cousseau, donc à Cerizay dans les Deux-Sèvres, où elle fabrique des chemisiers piles en réponse à l'IP, qui est en cours, qui était donc où il y a eu ce lancement de l'autogestion à partir des montres. Donc ça c'est voilà à peu près les deux tendances dans les années 70, mais il y a vraiment des dizaines de mobilisations, de grèves de femmes et de grèves qui durent, avec occupation, avec séquestration aussi. Ça, on a tendance à l'oublier aussi régulièrement. Et plus récemment, donc là je vais faire un petit bond dans le temps, dans les années 80, on a aussi donc des grèves
grèves, mais il y en avait déjà avant, dans le tertiaire, mais du coup quelques grèves symptomatiques, puisqu'on fait ce petit tour d'horizon. Je pense notamment donc à la grève des infirmières, qui se structure en coordination donc en 1988 et qui ont été étudiées par la sociologue Danielle Kergoat et qui revendiquent donc de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, la reconnaissance de leur professionnalisme, de leur qualification, avec ce slogan que j'adore, ni bonne, ni nonne, ni conne, ou encore plus récemment en 2013 la mobilisation des sages-femmes qui a duré plus d'1 an avec tout un tas de modes d'action aussi qui sont imaginés là encore pour la reconnaissance de leur qualification. Oui, et puis nous, on avait envie aussi de faire un gros clin d'œil et de rendre un bel hommage à la dernière grève de femmes, enfin la dernière, en tout cas la plus récente, je crois, c'est celle à l'hôtel Hayat. Elles l'ont emportée, voilà. Donc là aussi, c'est une grève qui a été victorieuse. On y reviendra peut-être. Alors, je posais la question en commençant l'émission, justement, de savoir si des grèves, il y en avait depuis longtemps. Et si je pose cette question, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a des femmes qui entrent en mouvement, on soulève cette particularité comme si ça n'était jamais arrivé. Voilà, c'est quelque chose d'absolument inédit. On l'avait déjà vu aussi avec Fanny Bunion la dernière fois. C'était la même chose pour la violence des femmes. Tout à coup, c'est inédit, des femmes entrent en mouvement. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire 2 mots aussi sur ce que tu appelles, ce qu'on appelle le déni d'antériorité? Oui, voilà, c'est cette idée que, en fait, comme on l'a vu, il y a de très très nombreuses grèves et mobilisations de femmes, mais à chaque fois, on dit c'est une grève de femmes, c'est rare les femmes qui se mobilisent, c'est rare les femmes qui occupent leur lieu de travail. Alors évidemment, ça repose au fond sur un stéréotype qui est que la sphère publique appartient aux hommes, donc on considère en fait que c'est une transgression de genre que d'occuper l'espace public. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a beaucoup pesé sur les luttes de femmes, leur droit à la grève aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on les oublie, parce que dans le stéréotype commun, les femmes ne sont pas censées occuper l'espace public, se mettre en grève, militer, se syndiquer, etc. Et en même temps, une nuance que ce sur quoi je voulais revenir en même temps, c'est que c'est aussi quelque chose qui est utilisé, et quelquefois par les ouvrières elles-mêmes et ou par les responsables syndicaux qui savent très bien qu'il y a toute cette histoire là, mais qui, en mettant en avant le fait que c'est une grève de femmes, ça favorise la popularisation, la popularité en fait de cette mobilisation. C'est-à-dire regarder comme c'est important, puisque les femmes se mobilisent, ça veut dire que là vraiment c'est important. Donc en fait c'est à double tranchant. Ça c'est fondé sur un stéréotype, mais ça renforce la popularité. Et c'était le cas par exemple des Le Jabi aussi en 2012, qui du coup devant ce déni d'antériorité, en fait tous les candidats à la présidentielle à l'époque se sont rendus voir les Le Jabi pour leur apporter des solutions. Alors oui, il y a toujours eu des mobilisations femmes. Il y en a eu toujours, mais ce qu'il y a, c'est que le syndicalisme, en revanche, c'est vraiment une affaire d'hommes, malgré tout. Historiquement, c'est très androcentré. Alors, qui explique aussi qu'on les ait moins vus. Qui explique qu'on les voit moins, parce que c'est aussi les syndicats qui font parler des grèves. Donc ça joue. Alors, dans les syndicats dits socialistes, là, c'est anarcho-syndicalistes, et puis après socialistes, à la CGT, par exemple, très peu de femmes. Alors, il y en avait plus dans les syndicats chrétiens, qui faisaient un peu plus de place aux femmes, mais malgré tout, il n'y en a pas trop. Ça marque le monde syndical. Par exemple, il y a une sociologue, Rolande Pinard, qui vient de sortir un livre qui montre bien ça, l'envers du travail, le genre de l'émancipation ouvrière, et qui interroge justement cette place des femmes. Il faut voir que le discours syndical, il prône l'image d'un côté, le travailleur c'est un homme et la femme doit être au foyer. On a souvent des discours de la CGT qui disent la place de la femme est au foyer. Il voit les femmes, le travail féminin, soit c'est perçu comme une concurrence, parce que justement, il est payé moins cher, et que donc il ferait baisser les salaires au lieu de demander l'augmentation des salaires des femmes. Ou alors, il présente les femmes comme des briseuses de grève. C'est 2 images très négatives. Faut pas oublier en plus que jusqu'à 1920, les femmes ont l'obligation de demander à leur mari pour se syndiquer. C'est pour ça que c'est les veuves qui avaient un rôle. Et donc, il y a une sous-syndicalisation qui explique qu'elles sont malgré tout moins présentes et moins visibles que les hommes dans les mouvements. Et du coup, si elles sont moins visibles, quand on est une historienne des femmes en grève, on fait comment pour aller chercher les justement, traces? faut les chercher. C'est le regard qui fait l'histoire, c'est-à-dire qu'on se pose des questions et donc du coup, on va aller regarder un peu plus en détail. Et quand on a des articles de presse qui disent 200 travailleurs ou 200 ouvriers en grève, on est obligé de confronter à d'autres sources. Par exemple, pour ma période, des sources audiovisuelles pour savoir que de fait, il y avait des femmes et comme
comme vous pouvez le voir par exemple sur ce tract de la lutte des abattoirs de poulets en 1973, donc à Pédernec, qui ont été étudiés par l'historien Vincent Porel. En réalité, lui, il a montré qu'il y avait des femmes dans cette entreprise, mais elles sont totalement absentes de ce tract, par exemple. Et il a expliqué qu'il avait fallu aller les chercher, donc réaliser un recueil de sources orales, donc des entretiens, pour justement recueillir leurs paroles et rendre compte aussi de leur quotidien dans la lutte et leur quotidien dans l'usine. Alors il y a aussi évidemment des femmes, hein, tu l'as dit, tu en as parlé, dans des établissements qui sont mixtes. Il y a des grèves, qui sont des grèves d'hommes et de femmes. On peut effectivement se demander si il y a une manière différente dans ces établissements mixtes de faire grève. Alors moi, j'ai une image en tête, mais tout le monde la connaît, c'est la fameuse reprise dans les usines Wonder, où on a cette femme qui dit, voilà, en fait, le travail vient de reprendre, les accords de Grenelle ont été signés, donc les syndicalistes sont super contents, ils ont l'impression qu'ils ont remporté tout ce qu'ils demandaient. Et puis on la voit, on n'a jamais retrouvé cette femme, elle est absolument désespérée. Je ne retournerai pas dans cette tôle. Je retournerai pas dans cette tôle, et elle pleure et elle est accablée. Et là on voit ces images qui sont absolument dingues de paternalisme de ces syndicalistes qui vont la voir et qui lui disent mais si, mais t'inquiète pas, on a obtenu ce qu'il faut, etc. Et on voit bien comment elle est à la fois complètement dans le registre de l'émotion, complètement rabaissée par ces hommes qui ont obtenu, soi-disant en tout cas ce qu'ils demandaient. Donc voilà, ça évoque aussi quand même cette question de savoir, lorsqu'une grève est commune, qu'est-ce qui différencie, voilà, qu'est-ce qui fait genre, qu'est-ce qui genre la grève? Par exemple, si on prend 36, mais en travaillant sur les mobilisations du 19e siècle, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une répartition genrée des tâches qui est imposée d'une certaine façon. En 36, par exemple, l'occupation dans une usine mixte, c'est pour les hommes. C'est eux qui vont faire les piquets de grève, eux qui vont occuper. Les femmes arrivent de l'extérieur, on le voit sur cette photo qui est vraiment qui montre bien ça. Elles ont cuisiné à l'extérieur et elles amènent la nourriture. C'est là où on a des photos d'usines occupées par des femmes, c'est parce que c'était que des usines de femmes. Et donc il y a cette répartition genrée très nette. Ouais. Moi, ce que j'ai constaté sur Moulinex, c'est que justement, qui est donc une entreprise mixte avec 60% de femmes et 40% d'hommes, les femmes qui sont OS, donc on y reviendra tout à l'heure, qui sont au plus bas de la division sexuelle du travail, en fait, elles sont sollicitées par les médias comme des témoins. Alors que les hommes qui sont des responsables syndicaux, il y a aussi des femmes qui sont des responsables, qui interviennent syndicalement dans l'entreprise. Les hommes sont sollicités sur la stratégie de la lutte, c'est-à-dire sur leurs réunions de CCE, les accords, quelles sont les perspectives, etc. Les femmes sont sollicitées pour raconter ce qu'elles vivent au quotidien en tant qu'ouvrières, témoigner. Et on a en fait, comment ? Les conteuses. Oui, voilà. Ouais. On a un peu cette dichotomie-là qui s'opère aussi plutôt dans la médiatisation, en fait, de la mobilisation. Alors justement, tu disais tout à l'heure, Mathilde, que les femmes étaient pas traitées comme les hommes, qu'elles étaient sous-syndiquées. On peut du coup savoir si ça va jouer sur leurs revendications. On sait par exemple qu'en effet, donc elles sont syndiquées, elles sont sous le prisme d'une domination masculine, évidemment. Elles subissent des violences symboliques, elles subissent des violences réelles aussi. On verra des exemples tout à l'heure. C'est encore pire quand elles sont racisées. D'ailleurs, d'où ce fameux concept d'intersectionnalité qui est très critiqué, mais qui permet quand même de croiser un petit peu toutes ces oppressions. Oui, le concept d'intersectionnalité qui a été en fait élaboré dans un premier temps par les féministes noires états-uniennes qui cherchaient à rendre compte du fait qu'elles ne vivaient pas la même chose, ni la même chose que les femmes blanches, ni que les hommes noirs. Et le concept en lui-même d'intersectionnalité est arrivé plus tard, à la fin des années 80. C'est Kimberly Crenshaw, qui est juriste, qui l'a élaboré. Mais l'enjeu de l'articulation était déjà présent et se posait déjà. Et effectivement, travailler avec le concept d'intersectionnalité, ça permet de montrer comment se croise donc la division sexuée du travail d'une part, c'est-à-dire la répartition du point de vue du genre sur le marché du travail, et puis la division raciale du travail qui existe également. Et donc de croiser ces deux éléments-là et de voir que elles sont surexploitées, elles sont victimes de pratiques au travail à la limite de la légalité parce qu'elles sont femmes précaires et dites racisées. Donc là, c'est très largement le cas dans toutes ces luttes du nettoyage, puisqu'effectivement, il y a eu Hayat, mais il y en a eu plusieurs autres avant. On est dans un cycle de grève victorieuse du nettoyage. Et en fait, l'enjeu de la grève, là, c'est aussi être rendu visible et rendre compte du fait, sortir de la marginalité
et montrer qu'on est autre chose, comme le disait Florence Somnas dans le quai de Ouistreham, que le prolongement de l'aspirateur. Je pense que c'est vraiment ça. Et là, c'est quelque chose, c'est parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont considérées, enfin dites racisées, qu'elles travaillent dans ces métiers-là, en fait. Ouais. Et donc leur lutte, voilà, permet de rendre visibles leurs conditions particulières au croisement de ces oppressions. Et nous, on avait voulu rappeler, parce qu'intersectionnalité, c'est pas juste un gros mot, et c'est pas un concept gros mot, voilà. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, il peut y avoir des revendications qui sont spécifiques. Alors, très rapidement, tout à l'heure, tu as parlé du 5-6 octobre, c'est la fameuse revendication de la vie chère, hein, revendication pour le pain. Celle-ci, on n'y revient pas, c'est les femmes qui vont réclamer, qui vont réclamer de pouvoir nourrir aussi, disent-elles, leurs enfants. Le droit au travail. Alors, le droit au travail, c'est très important en 1848 et pendant longtemps, vu comme justement à la fois les syndicats et de façon générale, on considère que la place des femmes est au foyer. Il n'y a que les patrons qui veulent embaucher des femmes finalement parce que ça coûte moins cher. Mais sinon, les femmes ont dû se battre pour avoir droit au travail. En 48, elles obtiennent le droit qu'on ouvre des ateliers nationaux. Et après, le droit au travail étant en fait un droit au chômage, elles doivent se battre aussi pour obtenir, comme les hommes, du chômage et qu'il ne soit pas considéré comme normal qu'elles ne travaillent pas et donc comme normal qu'elles ne touchent pas le chômage. Et un autre enjeu absolument essentiel dans ces mobilisations, et je pense que ça c'est pour le coup commun à quasiment toutes les grèves de femmes, dans l'histoire, c'est l'enjeu de la reconnaissance de la qualification. Comme on peut le voir ici, dans cet extrait du film We Want Sex Equality qui revient donc sur les ouvrières de la sellerie de Ford à Dagenham en 1968. On en est arrivé depuis 3 heures qu'on est assis là. C'est ce qui importe aux filles. Qu'est-ce qui vous autorise à affirmer ça? Moi, j'en ai aucune idée. Tenez, regardez ça. Voilà. Essayez de les assembler. Allez-y. Ça appartient à Ford, je pense. Oh, je vous en prie. Faut qu'on regarde tous ces morceaux et qu'on comprenne comment les assembler. Donc, dans cette grève, il y a 2 enjeux. Reconnaître leur qualification et donc l'égalité salariale. Alors la question de l'égalité salariale n'a pas été le moteur de nombreuses grèves en France, même si c'est une revendication qui était quand même présente. En revanche, la question de la qualification, oui. Alors là, on voit bien comment l'ouvrière demande donc au patron, allez-y, comment est-ce que vous pouvez assembler ces pièces ? En fait, c'est l'idée de montrer que tout ça demande une qualification. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette division sexuelle du travail dont je parlais tout à l'heure, elle s'explique parce que, en fait, on met les femmes donc au plus bas de la hiérarchie parce que on naturalise leurs compétences. Ouais. C'est-à-dire qu'on va considérer que dans l'industrie, par exemple, elles ont davantage de dextérité, d'habileté, etc. Donc, on va les mettre à la chaîne, etc. Et puis, par exemple, là, dans le service à la personne ou même dans tout un tas de métiers, on va considérer que c'est un prolongement de leur fonction de mère et que tout ça, que ce soit la dextérité ou le prolongement de la fonction de mère, tout ça c'est naturel. Donc si c'est naturel, c'est pas, il y a pas besoin, il y a pas de qualification. Et donc du coup, on considère qu'on n'a pas besoin de les payer, puisqu'elles ne sont pas qualifiées. En réalité, moi, ce dont je parle, c'est d'une déqualification, parce que bien sûr, on ne sait pas que bien sûr, ce n'est pas naturel, et bien sûr, tout ça, c'est un apprentissage, y compris la dextérité, y compris tout le travail, même le travail dit du care, s'apprend dès la petite enfance, dans tous les stéréotypes qui sont présents dans la société. Et donc, c'est pour ça qu'il y a en toile de fond de toutes ces luttes, un enjeu de qualification, de rendre compte de oui, nous sommes qualifiés. En fait, nous avons appris et nous avons réalisé toute une formation pour apprendre ça. Le dernier enjeu qui est quand même très important et qu'on voit là en ce moment avec les femmes de chambre et qui était déjà très présent dans les années 70, c'est l'idée des conditions de travail, en particulier la pression du temps. Donc dans les années 70, c'était le travail à la pièce, le rendement, donc la contrainte du temps dans le travail. Et aujourd'hui, les femmes de chambre, c'est pareil. Quand on leur demande dans les hôtels donc de nettoyer 3 chambres par heure, c'est totalement impossible. Et donc c'est pour ça qu'en fait, comme elles sont censées avoir fait leurs 20 chambres dans la journée, elles travaillent je sais pas combien d'heures par jour alors qu'elles sont pas
pas payés pour le faire. Cette demande-là, entre travailler la pièce et travailler à l'heure, ça aussi, on le retrouve dès les grèves du début du XXe siècle. Douarnenez, c'était ça aussi. Louis Cibot, c'était ça aussi. Ouais. Autre demande La dignité. Alors bon, ça c'est vrai dans les grèves d'hommes aussi, mais ça l'est particulièrement dans les grèves de femmes, puisque justement, elles subissent en plus des violences et des humiliations sexistes qui n'existent pas pour les hommes. Alors, donc les grèves de Limoges, c'est contre un contremaître harceleur, dont on revoit ici une image. On l'avait vu avec Clyde, voilà. Oui. Et puis on pourra penser au témoignage que livre Simone Veil, donc une philosophe, mais qui a travaillé à la chaîne et qui revient dans les usines. Simone Veil. Ouais, et qui écrit donc dans ses mémoires de la grève, elle décrit la joie de passer devant les chefs la tête haute. Et ça, c'est très présent dans les grèves de femmes. On avait envie d'aborder un dernier point qui est justement la question de la place du féminisme ou de féminin dans toutes ces mobilisations de femmes. Et ça nous est venu d'une citation assez récente au moment des mobilisations des femmes Gilets jaunes, où on avait vu le média CNews, vous avez une capture d'écran là, parler des femmes de Gilets jaunes, hein, comme si c'était absolument impossible d'être autonome dans le cadre d'une mobilisation. On est femme d'eux, quoi. Alors ça, c'est tristement classique dans l'histoire. Cette question de l'autonomie, donc de mettre à part les femmes dans un mouvement, elle se pose dès la Révolution française. Et d'ailleurs, elle est réglée dès la Révolution française par un choix d'autonomie, même si on n'appelle pas ça comme ça à l'époque. Il y a des clubs de femmes en 1789, il y a des clubs de femmes en 1848, il y a des clubs de femmes pendant la Commune. On voit là, par exemple, un jeton d'un club de femmes en 48, où on voit donc la liberté est une femme, ne laissons pas le pouvoir aux hommes. Alors, le moment où ça se repose, c'est fin des années 60, début des années 70, et une manifestation emblématique, c'est une manifestation qui a lieu à Saint-Nazaire. Bon, manifestation, grève. Pendant très longtemps, les femmes ont manifesté aux côtés de leur mari, comme disait la CGT à cette époque. Et là, elles décident en 67... derrière ce qu'on appelle l'Union des femmes et l'Association des populations familiales. Donc en fait, c'est une union de travailleuses. 3000 à 4000 femmes vont défiler à part derrière une banderole au cœur de cette manifestation, entourées d'une haie d'honneur masculine qui les applaudit. Bon. Alors là, ça marque beaucoup. On voit dans cet extrait de Saint-Nazaire, du journal de Saint-Nazaire, que ça a beaucoup marqué à l'époque. De tels défilés autonomes disparaissent après dans les années 70. Le 1er mai 76, la CGT va à nouveau autoriser à Paris des cortèges que de femmes, mais sur le terrain, ça se passe très mal. Il y a des heurts entre le service d'ordre de la CGT et ces cortèges de femmes. Ces cortèges de femmes, pourtant de la CGT, vont se faire insulter par le service d'ordre, traités de, je cite, putain, lesbienne, balle baisée, qui était quand même la façon dont on traitait les féministes à l'époque. Il va falloir... C'est pas totalement terminé. C'est pas totalement terminé. Il va falloir attendre longtemps pour que, à nouveau, on accepte ces revendications d'autonomie. En 77, la CGT disait toujours « Nous pensons que l'entrée en lutte des femmes aux côtés de leur mari est un pas important dans le mouvement ouvrier. C'est là la véritable libération des femmes, aux côtés de leur mari. » Il faut dire que le mouvement social a toujours entretenu des rapports un peu ambigus avec la question féministe, avec le féminisme en général. Les femmes féministes, ça peut être aussi les alliés des bourgeoises, les alliés des femmes des patrons. Donc on voit bien que tout ça, ça a toujours un petit peu grincé des dents et que l'articulation entre des mouvements qui se revendiquent féministes et qui en même temps sont dans une mobilisation sociale, elle a été difficile à tisser dans l'histoire. Et on le voit aussi dans les Gilets jaunes, parce que certaines femmes qu'on a été interrogées, après voilà, il faudrait une enquête évidemment plus approfondie, mais certaines ont tenu à préciser, nous sommes des femmes, mais nous ne sommes pas féministes, comme si vraiment il y avait quelque chose là à repousser. Ouais, alors, c'est là que tu as raison. C'est le moment où en fait le féminisme devient bourgeois et dominé par les bourgeoises que se pose la question, parce que avant, en 48, en 71, comme en fait 1848. Oui, 1848. Ouais. Excusez-moi, 1868, 1848, 1871. Comme les femmes, et finalement les femmes qui portent les revendications de droits des femmes sont des ouvrières. Donc elles arrivent beaucoup plus à mêler les deux. Même si sous la Commune, les communards diront très clairement qu'elles font d'abord passer la Commune et le combat de la Commune avant le combat des droits des femmes.
Et pourtant, tu parlais tout à l'heure justement des années 70 et en réalité se pose la question dans la recherche. Alors 1900 cette fois. Non, excusez-moi. Donc par exemple, Margaret Maruani s'était posé la question de l'existence d'un féminisme ouvrier. Elle avait travaillé sur 4 grèves dans les années 70, dans la mesure où justement les femmes donc des classes populaires, là c'est un peu ce dont on parle en réalité, des femmes des classes populaires, refusent de se dire féministes. Et pourtant, dans la pratique, et pourtant, dans leurs revendications aussi, il y a quelque chose qui pourrait relever un tout petit peu du féminisme. On a travaillé là-dessus avec une collègue qui s'appelle Ève Murray-Canfort, qui est sociologue. Et pourquoi ça, en fait, revendication et pratique? En termes de revendication, par exemple, la question de la double journée de travail est dénoncée, y compris par les organisations syndicales, comme on peut le voir dans les années 70, puisque c'est quelque chose qui est mis en avant par le mouvement féministe et donc qui est repris par... juste expliquer ce que c'est la double journée de travail. La double journée de travail, c'est l'idée d'avoir le travail professionnel et d'enchaîner avec le travail domestique. On rentre à la maison. On voit très bien dans cette image, avec une ouvrière qui est coupée en deux, avec toutes les tâches qu'elle a assumées chez elle et toutes les tâches qu'elle a assumées à l'usine. Et il y a plein de BD, de tout un tas de dessins d'ailleurs, beaucoup dans les années 70 aussi, qui racontent la vie d'une ouvrière et qui rendent compte de ce continuum de pression par le temps. Donc c'est une revendication c'est quelque chose qui est dénoncé par les ouvrières. Et dans la pratique, elles ont régulièrement des discussions collectives sur la question du droit à l'avortement, la contraception. Elles mettent à distance des choses qu'elles vivent dans le privé, y compris les violences conjugales, qui sont discutées autour de la machine à café ou ce genre de choses, sans pour autant dire le privé est politique. Donc du coup, voilà, elles théorisent pas ça, elles se revendiquent pas féministes. On leur dit aussi dans le mouvement ouvrier que le féminisme divise. Donc elles se disent, si je me dis féministe, voilà, comment je vais être perçue par les organisations syndicales. Mais dans la pratique, il se passe des choses. Et donc moi je crois qu'en fait c'est difficile de dire où s'arrête le féminin et où commence le féminisme. Il y a une sorte de continuum. Je suis pas pour dire qu'elles le sont malgré elles, comme ça a pu être dit, parce que je pense que c'est pas notre rôle à nous de poser des mots, alors même que les personnes en elles-mêmes récusent cette appellation. En même temps, il y a quelque chose de l'ordre qui se joue un peu dans ces mobilisations. Oui, et puis on a quelques exemples de grèves aussi qui sont des grèves comme des outils de lutte féministe. Par exemple, la grève du recensement qui a été impulsée en Angleterre par les suffragettes parce qu'après tout elles voulaient le droit de vote, donc si on leur donnait pas le droit de vote, elles n'existaient pas, donc grève du recensement. On ne compte pas, vous ne comptez. Voilà. Grève des ventres aussi, puisque alors ça c'était vraiment un outil de lutte, disait-elle, anticapitaliste, antimilitariste aussi, c'est-à-dire ne pas faire d'enfants, parce que finalement c'est de la chair à patron et c'est de la chair à canon, donc on décide que non, on se prêtera pas à ce petit jeu-là. Donc on voit bien que en effet, le continuum est assez en tout cas, il y a un continuum, c'est assez perméable. On avait envie de terminer par une échéance qui n'est pas exactement demain, mais qui va arriver vite, qui est celle du 8 mars. Oui, parce que dans la dernière période, donc plutôt, en Argentine par exemple en 2017 ou dans l'État espagnol l'an dernier, on a eu des grèves très massives de femmes qui dénoncent. Alors, faut peut-être juste pourquoi le 8 mars déjà. Juste le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes, et c'est justement d'ailleurs une femme internationaliste et socialiste, Clara Zetkin, qui l'impose en 1910 et après, ça reste le 8 mars parce que c'est le 8 mars 1917 que les femmes faisant grève en Russie ont commencé la révolution russe. Voilà, et ça prend effectivement, tu le rappelais, dans le monde. Oui, effectivement. Dans la dernière période, ça prend. Il y a des mouvements féministes qui revendiquent le fait que les femmes fassent grève le 8 mars, c'est-à-dire qu'elles arrêtent le travail professionnel, qu'elles arrêtent le travail domestique. Donc dans l'État espagnol, par exemple, les femmes mettent leur tablier sur les fenêtres. Enfin, c'est vraiment une cessation d'activité, mais professionnelle et domestique. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi, que le travail domestique est un travail, les tâches domestiques sont un travail. Et ça se discute beaucoup aujourd'hui en France. Enfin, en tout cas, ça s'est discuté pas mal l'année dernière, en particulier dans le mouvement syndical. Et il y avait eu un appel à la grève qui a été assez peu suivi. Peut-être dans la dynamique en cours du 24 novembre et justement des femmes dans le mouvement des Gilets jaunes, peut-être que ce sera cette année un moment d'ampleur, un mouvement d'ampleur. Nous, on avait appelé au 24 novembre, donc on appelle au 8 mars. L'émission se termine. On vous a montré beaucoup de livres en images, donc on va pas faire une bibliographie comme d'habitude, sauf un livre dont on adore le titre, qui s'appelle « Prolétaires de tous les pays, qui lavent vos chaussettes ?»
Et qui est un livre qui a la particularité d'avoir été co-dirigé par 3 invités, donc Fanny Gallo, Fanny Bugnon qu'on a vu la dernière fois et Ludivine Bantini qu'on avait reçu sur Mai 68. Donc 3 autrices, 3 copines et un super titre. Et on se quitte aussi avec une chanson, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la chanson, c'était aussi un mode de mobilisation. C'est un mode de mobilisation majeur, pas simplement dans les grèves de femmes d'ailleurs. Et on a choisi la fameuse chanson des Pennes Sardines, les sardinières de Douarnenez dont on parlait. Et voilà, on écoute un petit morceau. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les Pennes Sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les Pennes Sardines. Et on se quitte pour cette fois. Merci beaucoup Fanny, merci Mathilde. À très bientôt pour la prochaine émission.